Salut, ça va ou quoi? Bon, on est reparti pour un nouvel épisode de The Marvin and Thea Show. Et aujourd'hui, au menu, nous allons poser des petites questions à Marvin. Je sais que vous attendez ça depuis longtemps, donc c'est parti pour le troisième épisode. Ok, du coup, chapitre 3. Culture entrepreneuriale, sans information, vous échouerez bien évidemment. Donc je vais poser une série de questions à Marvin. Et Marvin, tu vas me répondre avec toute ton expertise solidement acquise durant toute tes vies. Oh là là. Ok, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Elles sont salées. Hein. Elles sont salées, j'aime ça. Ouais, mais en même temps, c'est un peu toutes les questions que se pose mon entourage, en tout cas à moi, entrepreneurial, parce que j'ai préparé ce podcast évidemment en demandant en 5 à 7 à nos très chers amis et compatriotes les entrepreneurs. Du coup, Marvin, première question. Qu'est-ce que c'est tout d'abord la culture entrepreneuriale? Et est-ce qu'il y a plusieurs cultures entrepreneuriales? Très bonne question, Théa Gomez. Ce n'est pas une question aussi pertinente. Alors, qu'est-ce que c'est que la culture entrepreneuriale? La question est à la fois simple et complexe, dans le sens où, quand on parle de culture entrepreneuriale, en général, les gens sont effarés. Qu'est-ce que c'est que la culture, d'après toi? C'est à toi que je pose la question. La culture, non, je rigole. Qu'est-ce que c'est la culture? C'est quand un groupe, pour moi, c'est quand un groupe de personnes répètent comme des mêmes normes, des mêmes principes. Bon, après, je te parle d'un point de vue très sociologique. Exactement, c'est tout à fait ça. Ah, tu vois, C'est il me tout à reste fait ça. de l'écran. C'est tout à fait ça. Non, mais voilà, ils vont Exactement. reproduire, en fait... Ouais, ils reproduisent un cycle, un schéma. Ils ont les mêmes centres d'intérêt. En fait, c'est comme se regrouper autour d'une idée, d'un concept, d'une passion. C'est comme ça que tu crées une culture. Donc, on vit, en fait, dans un monde baigné de culture, tu vois. Que ce soit la culture pop, que ce soit la culture geek, que ce soit la culture de la mode. Il existe plusieurs cultures. Tu as des cultures, tu as des contre-cultures. Tu as des sous-cultures, tu vois. Tout ça, c'est des mots qui existent, en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat aussi vient se greffer à cela parce que l'entrepreneuriat, c'est en fait, et je l'ai beaucoup plus ressenti quand j'ai commencé à parler avec des entrepreneurs, ils se considèrent un petit peu comme pas comme des novateurs, mais comme des brebis, comme des moutons noirs dans la société. Genre, c'est des gens qui se permettent de penser différemment. C'est des gens qui se permettent de sortir de cette culture de base normalisée, comme quoi, tu sais, à quoi l'école t'habitue, c'est-à-dire que tu travailles et tout. Enfin, tu finis tes études pour travailler pour quelqu'un et ensuite tu économises pour ta retraite, pour sortir, tu vois. Il est un peu outsider, l'entrepreneur. Et c'est en ça qu'effectivement qu'il y a une culture, parce que c'est une façon de penser. Et quand tu as des gens qui sont entrepreneurs, ils pensent de cette façon-là. Quelles sont les étapes clés pour transformer une idée entrepreneuriale en une entreprise viable? Parce que tu as l'idée et tu as l'opportunité. Et tu as beaucoup de gens qui confondent les deux. Pour créer une entreprise, c'est bien d'avoir une idée, mais c'est encore mieux d'avoir une opportunité. Et c'est quoi la nuance entre les deux? Une idée se réfère à une conception, tu vois, une pensée ou un concept qui prend forme dans l'esprit de la personne. Une opportunité, en revanche, ça désigne une situation ou un moment favorable qui se présente pour concrétiser une idée ou atteindre un objectif, tu vois. Donc il y a quand même un objectif, il y a quand même des paramètres qui sont pris en compte. Il y a plus de paramètres dans l'opportunité que dans l'idée. Donc partir d'une idée c'est bien, mais c'est mieux d'avoir une opportunité. Mais en fait c'est ça, tu valides ton marché quoi. Exactement. Et parce comment tu fais pour avoir une opportunité? Exactement. Il faut que tu valides le marché, c'est ça. Exact. Donc il faut que tu poses des questions parce que c'est vrai que moi je pense que c'est ça le point commun de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la capacité à observer. C'est le fait de se dire que tu te lèves un matin, que tu as une idée. Enfin, moi je pense que c'est plus un processus qui se fait dans le long temps, donc sur plusieurs années. Mais tu vois, tu as tendance à observer, à voir un petit peu les besoins des gens, à te dire, ok, telle chose ça peut être cool, telle chose ça peut être cool, jusqu'à ce que tu te dis, ok, j'ai une idée qui vaut peut-être la peine que je me penche dessus
voyons voir s'il y a effectivement l'opportunité. Exact. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, tu sais, genre, les gens ne comprennent pas systématiquement. Et nous, au début, quand on voulait lancer notre boîte, effectivement, on avait une idée. Oui. On avait un concept. Bien sûr. Le meilleur des concepts. On avait le meilleur des concepts. Et la première chose qu'on a fait, c'est comme envoyer un sondage pour valider un petit peu, pour voir ce qu'il en est. Mais de toute manière, t'as pas le choix. Hein, parce que pour moi, ça passe par là. C'est t'écris ton plan d'affaires, avant ton plan d'affaires, vraiment ton modèle d'affaires. Ouais. Ensuite, tu valides ta clientèle. Une fois que tu as validé ta clientèle, tu refais des tests de validation. Puis après, tu constitues un petit peu tes équipes, tout simplement avec... Il faut savoir qu'effectivement, le taux de passage entre une idée et une entreprise est quand même assez grand. C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui ont des idées. Après, tu as beaucoup de gens qui ont des projets d'entreprise. Donc là, déjà, tu as comme un épurage qui se fait. On va dire dans 100% des idées, on va dire que tu as 70% des gens qui se disent « je vais peut-être en faire une entreprise ». Pour ces 70%, là, on va dire que tu as environ 60% qui se disent « ah, je vais me renseigner sur comment est-ce qu'on peut faire une entreprise ». Pour ces 60% là, je dirais que tu as un bon 40% qui commence les démarches. Oui. Et dans ces 40%, je dirais qu'il y a un 20-10% qui se lanceront, qui vont au bout des démarches pour lancer leur entreprise. Oui, et là, au final, tu as quand même 5%. Il faut savoir qu'une entreprise, c'est 3 à 5 ans pour voir si c'est pérenne. Les 3 premières années, tu as plein d'entreprises qui meurent, qui se font racheter. Donc c'est vraiment... Les chasseurs de brevets. Exactement. c'est la jungle en fait. Là, vraiment, c'est la jungle. C'est la jungle. Donc, il n'en restera qu'un. Il n'en restera qu'un. Donc effectivement. Il faut aimer le challenge quand même. Non, c'est clair. Mais du coup, ça va nous amener sur notre deuxième question. Comment naviguer efficacement dans les défis financiers auxquels les entrepreneurs sont confrontés au démarrage d'une entreprise? Alors, question intéressante. Moi, je pense que déjà, premier conseil qu'on m'a donné, tout dépendamment du nombre d'entreprises que tu as déjà mises en place, quand c'est ta première entreprise, alors c'est vraiment un conseil, hein, alors, donc à valider ou pas, mais évite de partir directement sur des prêts. Ah ouais, non. Pire erreur, ne faites jamais ça. Vous endettez pas. Même si tu es sûr que ton idée vaut 1 million, tu n'as encore aucune idée, tu n'as pas encore d'expérience, tu viens sur le marché. Mais t'as pas de clients surtout. T'as pas de clients. Donc, il faut vraiment processus avant de se dire, OK, je m'engage à prendre des prêts. Parce qu'au final, tu te retrouves à payer des... Tu vois, en soi, moi, je te dis, va chercher des signatures. Ça, c'est conseil de Bibouté. Genre, va chercher des signatures. Ouais. Avant de faire un quelconque crédit, avant de mettre même tes économies, va chercher des signatures, va valider ton marché. Mais oui. Parce que trop de gens se donnent corps et âme dessus parce que, tu vois, c'est ça, tu peux avoir un bon produit, mais tu as ce qu'on appelle le produit market fit, donc le produit qui répond vraiment à une demande. Et pour ça, tu sais, il faut beaucoup d'analyse en amont, en fait. On va dire que historiquement, tu as plusieurs façons, effectivement, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu vois, soit tu viens avec un concept novateur, et là, du coup, tu es sûr dès le début, en ayant sondé des gens, que tu as des clients, tu as des trucs qui marchent et tout. Et là, tu mets ton concept. Là, on va dire que tu as peut-être ton entreprise à $1 million. Ou alors, tu te contentes de reprendre des choses qui existent déjà dans un marché où ça n'existe pas encore, tu vois. Et là aussi, c'est quelque chose de sous-côté, mais ça marche aussi très bien. Non, c'est vrai que ça marche très très bien, parce qu'au final, il y a plein de gens... Oui, parce qu'il y a plein de gens qui ont des très très bonnes idées, mais qui ne savent pas les mener à terme. Mais si toi, tu as la capacité financière et l'équipe qui va avec, effectivement, ça peut totalement marcher, parce qu'en fait, tu as déjà la moitié qui est... fait, en fait. Exactement. Et beaucoup de gens se disent que entreprendre, il faut énormément de moyens. Paf, ça c'est non, c'est pas vrai. C'est un mythe entrepreneur. T'as pas besoin d'autant de moyens que ça. Tu sais, les entreprises qui brassent des $1 million en levée de fonds, tu vois, c'est bien, c'est impressionnant. Alors, c'est surtout pour des entreprises peut-être dans des techs ou des produits qui coûtent cher, mais c'est pas forcément nécessaire pour tous les projets d'avoir autant d'argent dès le début. Je pense que d'ailleurs, c'est même un piège, parce que tu vas commencer à investir rapidement dans les choses où tu te diras après, peut-être j'aurais dû garder mon argent pour pouvoir les investir à tel ou tel moment. Exactement. Il faut commencer avec le moins possible. Le but, c'est de mettre sur le marché, que ce soit un produit ou un service. En général, là, on passe surtout d'un produit, mais ce qu'on appelle un produit minimum viable. C'est-à-dire que tu n'as pas ton idée aboutie, et c'est le plus grand conseil qu'on peut donner à des gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat. C'est toujours avoir un produit minimum viable, donc c'est-à-dire une petite partie de ta solution que tu proposes déjà à la clientèle. Donc il faut déjà l'avoir sondé, voir si effectivement cette solution-là va te rapporter de l'argent.
exactement, ton MVP. Et une fois que tu l'as lancé et que tu vois que ta clientèle est réceptive, le MVP n'a pas besoin d'être complet, n'a pas besoin d'être terminé, mais il doit déjà proposer quelque chose. C'est un prototype, ouais. Exactement. Et un prototype va... Ben, en fait, c'est ça, fais ton MVP, va valider ton marché avec ton plan d'affaires, donc en ayant constitué ton modèle d'affaires, déjà une équipe, ou même si tu es tout seul en soi, du moment que tu as les compétences pour assumer la charge de travail et du coup la clientèle, c'est bon. Et là, avec ça, tu peux aller voir les investisseurs ou avec ça, tu peux commencer à aussi les subventions. Exactement. Les subventions, bourses. il y en a beaucoup. De plus en plus, les gouvernements sont favorables à l'entrepreneuriat parce que exactement, il y a comme des études qui montrent que c'est très sec. Des villes où il y a beaucoup d'entrepreneurs, c'est des villes où il y a beaucoup plus d'emplois, c'est des villes où il y a beaucoup plus de dynamisme, tu vois, il y a beaucoup d'argent qui circule dedans. Donc, cherche des subventions, il y en a forcément, il y en a pas mal, mais surtout en Occident, ça dépend de où tu vis. Et aussi, je dirais, va dans des parcours parce que c'est vraiment ce qu'on fait, et je pense que c'est un truc hyper formateur. Oui. Tu rentres dans des incubations, tu rentres dans des programmes de bourse, où tu te fais coacher par des gens qui vont vraiment essayer de démonter ton idée, d'aller te chercher dans fait mal. Exactement, d'aller dans tes retranchements les plus profonds, histoire de te rendre compte qu'effectivement, à la sortie de cette expérience, tu sauras si effectivement tu es toujours sur la bonne voie ou pas. Parce que c'est aussi ça le piège, c'est que les gens, ils s'entêtent dans un concept, alors que l'idée ne marche pas. Il faut jamais tomber amoureux de son idée. Non. Il faut tomber amoureux de la solution que tu mets en place. Et si effectivement tu es plus solution orientée que idée, tu seras plus apte à prendre des meilleures décisions. Effectivement. Merci beaucoup, Marvin. Mais avec grand plaisir. Ensuite, quels conseils donnerais-tu aux entrepreneurs pour établir et maintenir des relations solides avec les clients? Pour établir et maintenir des relations solides avec les clients. Ouais. Ben, déjà, comment tu fais ça? Déjà, moi, de ma petite expérience de vente, ayant travaillé quand même dans un... T'es vraiment modeste à chaque fois. Oui, j'adore la modestie. Je pense qu'effectivement, on est dans une génération où moi, je me considère comme un vendeur empathique. Je ne sais pas si c'est vraiment un thème qui existe ou que je l'ai lu quelque part, je l'ai retenu, je me suis réapproprié. Mais je pense que c'est ça la mouvement, c'est ça vraiment, c'est la vente que les gens recherchent maintenant. Tu vas voir aussi le thème vente inbound, ce genre de choses. C'est dans le sens où effectivement, il faut toujours, dans un processus de vente, si tu parles plus que ton client, il y a un problème. Ouais, il faut prioriser l'écoute. Il faut prioriser l'écoute à 100%. Parce que les gens sont de plus en plus aware, ils sont de plus en plus avertis sur le fait que tu as l'étiquette du vendeur, du fameux vendeur requin qui vend des voitures, ce genre de choses. Les gens n'aiment plus les vendeurs. Les vendeurs sont diabolisés. Les gens en marketing sont diabolisés. Exact. Et puis moi, ça me fait penser justement à une expérience qu'on a vécue il n'y a pas si longtemps, où clairement, on a été mis au pied du mur sur une vente forcée, mais genre on s'est fait endormir. Oh les gars, on s'est fait endormir. C'est vrai. C'est vrai. Oh my god. Mais ouais, non, on vous aime pas les vendeurs là qui forcent. C'est bon. Ça nous a saoulés. Mais c'est ça en fait, exactement. Ouais, tu perds beaucoup d'argent. Faut prioriser l'écoute. Faut être transparent aussi. C'est ça. Et être attentif. En fait, apporter de la valeur. Du moment que tu apportes de la valeur à ton client, il te sera fidèle à vitam aeternam. Exactement. Et c'est ce que les gens oublient parce que une fois qu'on a subi ce processus de vente, on a débriefé ensemble parce qu'on comprenait ce qui se passait. Mais ça allait tellement vite qu'on s'était dit, ok, d'accord, donc on a un petit peu suivi la chanson. Mais finalement, c'est une personne qui dit, ouais, je fais énormément de chiffre d'affaires, mais si elle s'y prend comme ça, c'est pas une personne qui fidélise ses clients. Ça veut dire qu'elle fait beaucoup d'efforts parce que chaque mois, elle est obligée de démarcher de nouvelles personnes. Si tu te fais avoir comme ça, tu n'as plus envie d'acheter avec elle, même si le produit est intéressant. Donc, c'est bien ça dégoûte même du produit. En fait, tu n'as même plus envie de le recevoir. C'est ça, en fait. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Tu viens vraiment de te faire arnaquer, quoi. Parce que dans son pitch, elle va dire, oui, nous sommes écologiques, nous sommes responsables et tout. Elle sort les mots que tu veux, mais elle te martèle tellement d'informations sans répondre à tes questions concrètement, exactement. Non, mais déjà, elle répond pas aux questions concrètement, cette personne, mais au-delà de ça, elle a un discours qui est tellement frénétique. Ouais.
T'as même pas le temps de réfléchir, tu ressors de ce rendez-vous, t'as mal au crâne, là. Bien sûr. Sans être tout à fait honnête, parce que finalement, au final, elle te fait prendre des articles sans t'expliquer qu'effectivement, en ce moment, je suis en train de payer mon pote, en fait. Et on se disait, mais c'est qui cette personne, genre, pourquoi les gens font ça? Donc, effectivement, il faut faire attention à tout ça. Et du coup, si vous débutez, là, soyez pas comme ça. Ouais, soyez pas comme ça. Soyez vraiment à l'écoute de vos clients, parce que c'est eux qui vont vous ramener de l'argent. Donc, il faut une bonne relation avec eux. Et c'est vos ambassadeurs aussi, il ne faut pas l'oublier. Exactement. C'est vos ambassadeurs, c'est votre meilleure pub gratuite, ces gens-là. Pas si gratuite, mais gratuite entre guillemets quand même. Oui. Le bouche à oreille, ça a toujours été quelque chose de trop sous-estimé à mon avis, en fait. Après, je pense qu'effectivement, c'est une façon de fonctionner qui répond bien à des entrepreneurs comme nous. Dans le sens où nous sommes des entrepreneurs orientés sur la croissance, tu vois. Oui. Il faut savoir que, alors, il y a beaucoup de types et de sortes d'entrepreneurs. Tu as beaucoup de nomenclatures qui existent effectivement selon HEC, selon plusieurs personnes, tu vois, d'entrepreneurs. Je sais pas, tu as plein de nomenclatures qui existent, tu vois. Mais je sais qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience d'à quel point il y a différents types d'entrepreneuriat. Donc, tu as l'entrepreneur, effectivement, comme nous, tu as le classique qui veut monter des projets, ce genre de choses. Quand je dis entrepreneur orienté sur la croissance, tu as l'entrepreneur aussi artisan. Ça, c'est un type d'entrepreneur que les gens ignorent, mais effectivement, ça existe. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont très doués dans la technique, mais qui ne savent pas trop c'est quoi les stratégies de croissance. Et quand bien même tu leur proposes ça, ils seront en mode non, moi, c'est un truc familial. Je veux le garder comme il est. Je n'ai pas besoin de m'expandre. J'ai une expertise qui est reconnue mondialement. Je veux que tout le monde vienne manger dans mon restaurant. Et ce sera le seul restaurant. Je ne vais pas en faire une franchise. Et ce mec, c'est un entrepreneur, tu vois. Oui. Donc ça aussi, c'est des choses qui existent. Tu as aussi, l'intrapreneuriat. Ah oui, l'intrapreneuriat. Et j'avais une discussion avec... Moi, je crois que c'était avec la dernière fois et tout sur l'intrapreneuriat. Et on avait des visions... Savoir, je ne vais pas citer de nom, mais... Je ne vais pas citer de nom, mais effectivement, et les gens disent que non, parce que l'intrapreneuriat, tu restes employé. C'est vrai que tu restes employé, mais techniquement, tu vois, tu as vraiment... C'est-à-dire qu'on te donne carte blanche pour monter un nouveau projet qui n'existe pas dans l'entreprise, on t'accorde des ressources. C'est vraiment de l'entrepreneuriat dans un milieu... Tu vois, et moi, je trouve ça très stimulant aussi. Non, mais ça, c'est stimulant, effectivement, quand, oui, t'es dans des grosses structures qui te donnent les moyens pour, c'est ça. Oui, si t'es dans ce genre de structure-là, oui, d'accord, mais je veux dire... pour moi, c'est quand même deux catégories à part. Dans tous les cas, tu bâtis l'actif de quelqu'un d'autre, donc... Oui, effectivement. Pour moi, ça part de ce principe-là. Pour moi, tu es entrepreneur à partir du moment où tu bâtis ton actif propre. Je peux pas te considérer comme entrepreneur quand tu es en train de travailler pour l'actif de quelqu'un d'autre, que tu es en train d'échanger ton temps, littéralement ton temps là, pour de l'argent, mais des actifs qui ne seront jamais les tiens non plus. Effectivement, c'est vrai que ça, c'est un très bon point. À partir d'où tu es entrepreneur. Non, je pense effectivement, vas-y, on peut se lancer dans un débat comme ça m'intéresse. C'est parti. Moi, je pense que... Let's go. On va faire un bruit de ring et tout, de gang et tout. Moi, je pense que... En fait... Tu sais, il y a plusieurs raisons qui font que des gens deviennent entrepreneurs. On devient entrepreneur. Tu as ce qu'on appelle les déclencheurs positifs ou négatifs, tu vois. Et parmi ces déclencheurs, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être ton histoire familiale, ça peut être un film qui t'a marqué, ça peut être un entrepreneur que tu as rencontré, ça peut être le fait que tu sois frustré par ton travail. Il y a plusieurs choses. Ça peut être sous la contrainte. Ça, tu viens dans un autre pays, tu n'as pas le choix, tu tombes dans l'entrepreneuriat parce que c'est la seule façon que tu as trouvé pour pouvoir survivre. Donc, il y a plein de choses qui font que les gens deviennent entrepreneurs. Après, la définition que tu as d'un entrepreneur, moi, je pense que ça se calque sur ton idée de ce qu'est la réussite. Et je pense que, tu vois, je pense que c'est là l'entrepreneur. Parce que je pense que une personne qui voit son accomplissement dans le fait d'avoir mené un projet, donc d'avoir créé quelque chose de A à Z. Ah, mais je vois ce que tu veux dire. Entrepreneur.
Moi, je ne lui enlèverais pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu entreprends un projet. Ça ne veut pas forcément dire que tu es entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça reste une forme d'entrepreneuriat. Puisque c'est un nom qui existe. Est-ce que ce nom est fallacieux? Tu toujours l'actif de quelqu'un d'autre. Oui. Dans tous les cas. Mais ça reste ton idée. Mais tu es créatif, tu es quelqu'un qui est créatif. Dans ces cas-là, tu es quelqu'un qui effectivement peut prétendre à devenir entrepreneur par lui-même, puisque tu es quelqu'un qui manifestement sait entreprendre un projet et qui sait le bâtir, le construire, le mener à bien et mener les suivis avec. Ouais. Ok, mais à quel moment tu t'es mouillé toi? À quel moment tu as sorti de tes économies? Tu vois ce que je veux dire? À quel moment tu es allé chercher toute cette clientèle? Tu as déjà accès à un certain nombre de ressources et de facilités que nous, les entrepreneurs, quand on débute, je suis désolée, on n'a pas tous accès à ce type de ressources, on n'a pas tous accès à ce type de budget. Donc, oui, tu peux prétendre à devenir entrepreneur. Mais pour l'instant, tu ne l'es pas. Tu as juste entrepris un projet d'envergure ou que tu manifestes ou que tu penses d'envergure pour ta part, tu vois, et qui peut-être ne l'est pas au vu de l'entreprise dans laquelle tu es, j'en sais rien, on s'en fout. Mais je veux dire, voilà, tu as entrepris un projet que tu as construit, mais le fait est qu'à la fin de la journée, celui qui va récolter les bénéfices, c'est le fondateur de cette entreprise, c'est pas toi. C'est vrai. Donc dans tous les cas, genre j'entends tout ce qu'on dit là-dessus, et franchement, moi c'est mon avis personnel, hein, mais non, pour moi, tu n'es pas 100% un entrepreneur puisque tu ne t'es pas risqué toi-même pour justement ton projet que tu es en train d'entreprendre. Tu le fais pour ton entreprise. Tu le fais parce que dans un contexte peut-être donné qui t'a amené à avoir ce genre d'idée. Parce que tu étais dans des réunions orientées avec tes coéquipiers, tes collaborateurs, le directeur ou whatever, là. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Après, ce que tu dis s'entend, mais je pense qu'effectivement, il faut comprendre la réalité de ces personnes. Si, imagine que tu travailles, par exemple, on a déjà cité plusieurs fois IBM, quelle autre entreprise on peut citer, par exemple? Je sais pas, tu travailles chez Uber. Tu travailles chez Uber et que tu décides de, par exemple, de mettre en place des skateboards taxi. Tu vois, ça n'existe pas chez Uber, tu vois, tu proposes l'idée, les gens te prennent pour un con, mais tu te bats pour que l'idée là puisse vraiment se mener à bien. On te dit, ok, en fait, le mec a l'air d'en vouloir. C'est une idée effectivement qu'il veut prôner et tout ça. Bon, écoutez, ok, on va te suivre dans le projet. Donc on va te dire, je vais t'allouer un certain nombre de ressources. Je vais te donner quelques mois. Si tu en viens à tel objectif ou pas, on en rediscute. Mais effectivement, tout dépend du contact que tu as avec l'entreprise. Si tu ne mènes pas bien ton projet, que tu échoues et que tu as fait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise, c'est que viré, quoi. Ouais, exactement, tu es viré. L'entreprise a parié pour toi, tu as pris des risques aussi. C'est-à-dire que la douleur que tu ressens à créer ton projet, que tu sois dans une entreprise ou pas, après il faut interviewer ce genre de personnes-là. Je ne pense pas qu'elles soient forcément différentes. Parce que tu dois te battre pour que ton projet... J'ai pas dit qu'ils étaient différents. J'ai dit qu'ils pouvaient du coup prétendre à l'entrepreneuriat. Oui, mais n'empêche que... Ils ne sont pas... à ce moment où on parle dans ce pour toi, c'est pas le même niveau de hustle. C'est l'impression que j'ai... Après, je te connais, je sais pourquoi tu dis ça. Mais je pense qu'effectivement... par exemple, un des cas connus. Enfin, je sais pas vraiment s'il a réussi en se disant qu'il était intrapreneur. Mais il faut savoir qu'il y a le deuxième de Facebook. Comment il s'appelle? C'est l'un des gars les plus respectés de la Silicon Valley. Chef d'entreprise, qu'ils entendent par là, c'est fondateur d'une entreprise. Ok. C'était le chef, genre, c'était la première personne. Genre. Qu'est-ce que tu penses du reprenariat? Comment ça, qu'est-ce que je pense du reprenariat? Le reprenariat, c'est-à-dire le fait de... Je trouve ça bien. Parce que moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'idées brevetées à ce jour, qui sont incroyables, qui mériteraient de voir le jour, mais qui malheureusement avaient peut-être pas le bon fondateur ou bonne fondatrice de base. Mais pas que breveté, parce que le reprenariat, c'est quoi? Ça peut être une entreprise aussi qui marche très bien, mais la personne est juste fatiguée de vouloir gérer son entreprise et il la vend. Ça veut dire que tu... J'ai une autre définition là de l'entrepreneur. Ok, mais tu vois, si on continue sur les cas du reprenariat, il y a une nuance un petit peu dans ce que tu dis, dans le sens où tu achètes l'idée de quelqu'un, que tu t'appropries toi-même, mais tu restes un entrepreneur.
tu reprends une idée pour l'amener selon ta vision, oui. Ouais. Je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Genre, je pense qu'il y a des personnes qui ont souvent des idées similaires. Il y a déjà une partie du taf qui est fait, tu vois, et puis tu reprends en fait les rênes pour du coup bâtir selon ton idée à toi. Mais je veux dire, il y a déjà quelque chose qui est là. Et c'est plus simple si tu veux aller plus vite, entre guillemets, tu vois, que de bâtir à zéro. Exactement. J'ai eu un débat comme ça avec une amie il n'y a pas longtemps qui disait qu'elle se voyait comme entrepreneuse, mais qu'elle se voyait justement uniquement que dans le reprenariat ou dans les franchises. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas se casser la tête à créer un concept. Elle veut sonder dans le marché des concepts qui existent déjà et se les approprier. Il y a des gens, ils ont des skills commerciaux indéniables, ok. Il suffit juste, en fait, genre souvent ces personnes-là, ce qui pêche chez elles, ça va être toute la partie administrative, toute la partie justement modèle d'affaires, plan d'affaires, etc. Mais par contre, elles peuvent te soulever des montagnes en termes d'argent, en termes de clients, et en termes de, tu sais, de vraiment de bouche à oreille, par exemple. C'est vraiment des personnes, elles ont le relationnel. Oui. Prochaine question. Quelles sont, selon toi, les compétences essentielles que tout entrepreneur devrait développer pour réussir? Très intéressante comme question. Très intéressante. En fait, j'avais dit une fois une phrase que j'ai beaucoup aimée. Tu as dit que l'entreprise est l'image de l'entrepreneur. Et je pense que c'est aussi un petit peu la base de tout ça. C'est-à-dire que une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui est créée selon une idéologie, pas une idéologie précise, mais une idéologie qui est pensée, qui est préparée en amont. Donc je pense que l'une des compétences importantes d'un entrepreneur, c'est de savoir justement être proactif, c'est de savoir préparer les choses, de savoir les mettre en place, tu vois. Tout cela entre compte dans la gestion de projet, on l'avait dit effectivement, si t'es pas un bon gestionnaire de projet, tu vas beaucoup galérer. Tu vas beaucoup galérer en tant qu'entrepreneur. Donc c'est des compétences sur lesquelles tu dois effectivement vite investir et devenir meilleur parce que c'est vraiment la base. Là. Exactement. Ouais, la gestion de projet, c'est obligatoire. Parce que l'entrepreneur, c'est quoi? C'est il mène un projet qui ramène de l'argent, concrètement. Donc effectivement, il faut que tu puisses savoir le faire. Non, en vrai, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais déjà, il faut que tu saches te gérer tout court, en fait. Parce que c'est comme ce qu'on disait, des fois, tu as des personnes qui se lancent dans le grand bain sans rien, mais c'est trop. Ouais. Vous êtes trop réactifs, trop. Soyez plus proactif parce que malheureusement, la vie, ça peut jouer des tours. Et si t'as pas anticipé, si t'as pas une bonne gestion, ben malheureusement, des fois, il peut t'arriver des petites bricoles. Absolument. Il faut être proactif. Il faut écouter son marché. Il faut le valider. Les spécialistes vous diront qu'une validation, alors c'est quoi? Peut-être qu'ils savent pas. Alors, une validation, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vas devant ton client potentiel, donc un client qui répond à la solution auquel tu as... Enfin, pas à ton produit, mais à la solution que tu vas apporter à la société. Donc, tu vois tout ce qui est partie prenante à cette solution. Tu vas avoir un client et tu lui poses des questions. Tu ne fais que lui poser des questions sans pour le moment lui parler de ton projet. Et une fois que tu as eu toutes ces questions-là, tu fais ce qu'on appelle une carte d'empathie. C'est-à-dire que tu segmentes un petit peu toutes les réponses que tu as eues. Et une bonne validation de projet, c'est au moins 100 personnes en fait. Donc tu interviews 100 personnes. Ah oui, par contre les gars, vous n'avez pas le choix. Hein. Ouais. C'est vraiment pour le coup, si vous n'avez pas 100 personnes qui ont validé votre idée, solution, mais idée du coup, posez-vous des questions. Et vraiment, ouais. I'm sorry but not sorry, t'as pas fait ton job d'entrepreneur là. Donc c'est ça, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien de se lancer dans sa solution, mais il faut comprendre qu'une bonne partie de ton temps au début, ce sera d'écouter les gens, en fait. Mais en fait, c'est ça, tu dois avoir des compétences essentielles dans la résolution de problèmes. On répète après moi, dans la résolution de problèmes. Dans la prise de décision rapide, gestion efficace, de temps, de projet, tout. La communication persuasive aussi. Tu es obligé d'avoir une très bonne communication. Parce que si tu n'es pas doué en communication, ça va être compliqué aussi d'emmener tes idées à terme. Parce qu'au final, si tu n'arrives pas
à exprimer, vulgariser, c'est un peu compliqué. Du coup, pour ça, honnêtement, nous, on fait beaucoup de concours de pitch, enfin des séances de pitch qui nous entraînent et on le fait notamment dans le cadre des bourses. Ouais. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire à des concours de pitch ou à des séances de pitch entrepreneuriales parce qu'en fait, vous mettre à nu devant les gens, ça va vous permettre de vous affiner vraiment et de devenir de plus en plus performant, je dirais. Non, c'est très formateur, effectivement. Exact. Et après, leadership visionnaire, pour moi, c'est ça. Hein, t'as pas le choix. Tu dois avoir du leadership et être visionnaire quelque part quand t'as l'idée, quoi. Parce qu'en fait, si t'arrives pas à voir ton futur avec cette idée, si t'arrives pas comme... tu sais, on en parlait la dernière fois, toi et moi, Marvin. Quand on se disait, Cyrus, j'ai déjà tout le scénario dans ma tête. Combien de fois je l'ai rêvé dans 10 ans, dans 5 ans, dans 1 an, tu vois. Ouais. C'est un petit peu ça. Projette-toi, fais-toi des films un peu... Là, t'as le droit de kiffer, t'as le droit de rêver un petit peu quand même. Mais fais-toi le film en boucle de... Et si tu prenais telle ou telle décision, ça se passerait comment, tu vois. Parce que ça va te permettre aussi d'avoir une meilleure réactivité aux problèmes si déjà t'as pensé aux problèmes qui pourraient survenir quand tu vas faire telle ou telle action, en fait. Ouais, moi, ouais, c'est ça. Moi, je dis toujours, faut anticiper le pire, tu vois. Vaut mieux tout le temps penser au pire, entre guillemets, mais au moins, t'as je sais pas combien de solutions en main. Et je pense que dans tout ce que tu as dit l'une des choses les plus sous-cotées. Et je pense que les gens n'ont pas conscience que c'est quelque chose que tu peux... En fait, dans la vie, tu peux quasiment tout travailler. Devenir bon dans quelque chose, c'est justement le répéter plusieurs fois jusqu'à l'assimiler vraiment. Jusqu'à même des trucs aussi abstraits que l'intuition. L'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui se travaille à 100%. Exact. Et puis on dit que de toute manière, une habitude commence à vraiment devenir une habitude au bout de 21 et 36 jours, je crois, c'était quelque chose comme ça. Ouais. Entre 21 et 36 jours, en fait, tu crées ton habitude. Donc, tant que tu l'as pas répété un nombre de fois incalculable, oui, tu seras mauvais. Ouais, tu l'as pas assimilé. Exact. Et justement, tu parlais de... je crois que tu as évoqué le thème prise de décision. Oui. Et beaucoup de gens ignorent que... C'est dur. C'est dur, c'est ça en fait. Parce que si je te pose une question bête, c'est quoi ce qui te différencie de la personne que tu as envie d'être, en fait? C'est juste de prendre de bonnes décisions. Tu vas prendre de bonnes décisions, les gens. C'est très sous-coté, mais c'est très important. Et parmi les choses qu'on aurait dû nous apprendre à l'école, ou des choses qu'on doit implémenter dès qu'on est jeune, c'est avoir un processus pour prendre des décisions. Ouais, prenez des décisions. Exactement. Il y a trop de monde aujourd'hui, ils parlent pour rien. C'est ça, ils n'agissent pas. Et quand il s'agit de prendre des décisions, ils ne savent pas comment s'y prendre, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit écouter très les jeunes. Et pour ça, tu sais, il y a plein de méthodes. Tu sais, par exemple, l'une des techniques là, les plus simples, mais tu sais, qu'on te dit souvent, mais tu oublies, mais c'est quand même important de le faire, c'est tout ce qui est technique de la feuille blanche. Oui. Tu prends ta feuille blanche, tu fais un trait. Oui. Tu vois tout ce qui est pour ton idée, tout ce qui est contre ton idée, tu fais un point, tu vois. Il y a plein de méthodes comme ça. Mais à force de le faire, tu te rendras compte que tu seras de plus en plus meilleur à prendre des décisions. Exact. Et ça deviendra un réflexe. Tu n'auras plus besoin de la feuille blanche. Exact. Et deuxième chose que j'ai appris, et ça c'était aussi dans l'entrepreneur, dans la prise de décision, quand tu n'as que 2 solutions, il y a peu de chances que tu prennes une bonne décision. Donc, quand tu es face à un problème et tu as l'impression que tu n'as que 2 solutions, le conseil, c'est de prendre du recul. Donc, tu te laisses un peu de temps et tu vois qu'en fait, si tu réfléchis bien, il y a une 3e solution qui arrive. Il y a une 4e solution qui arrive et apparemment, le cerveau prend de meilleures décisions quand tu as genre 3-4 solutions devant toi que quand tu as 2 solutions. Et parce que 2, en fait, ton cerveau, il est binaire, comme scindé en en 50-50, Exactement, tu c'est vois, ça, alors en fait. que... Par exemple, genre si tu as si t'en as 4 devant toi, bon ben là tu sais. Ouais. Parce qu'en fait ça affine ta prise de décision. Exactement. C'est comme toujours l'effet de l'entonnoir, quoi, c'est pareil. C'est ça. Et pour être entrepreneur, c'est très important, entre autres. Exact. Et merci beaucoup, monsieur Darbou. On peut faire une petite question bonus, mais bon.
Ça évite. Comment surmonter les échecs et les revers pour rebondir avec succès en tant qu'entrepreneur? Ça, c'est une question très intéressante. Ça me rappelle... Ça me fait trop rire, parce que toutes les questions, tu as dit, c'est une question très intéressante. C'est vrai, tu poses des questions intéressantes. Merci. Ça me rappelle, tu sais, genre Kobe Bryant de le Black Mamba, pour les gens qui aiment un petit peu le basket. Bon, moi, je regarde pas trop le basket, mais ça me rappelle le discours qu'il avait avec Kevin Hart. Je sais pas si c'est vrai. Et t'as Kevin Hart qui lui dit, ouais, mais comment tu fais pour devenir un vrai batteur? Il dit, do more. Je sais pas si tu connais, je sais pas si tu as la rêve. Franchement, si les gens avaient vu ta tête, t'as tout donné. Non, mais parce que je me rappelle le visage qu'il avait dit, do more. Et t'as lui dit, what the fuck? Il dit, do more and more. And more. If you are not the animal, be the beast. Genre un truc comme ça. Et t'as dit, what the fuck you are saying, tu vois? Et en fait, tu vois, c'est con, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si tu te prends pas de gifles dans la vie, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, tu vois. Les entrepreneurs, c'est des gens qui n'ont pas peur de l'échec. C'est-à-dire que l'échec fait partie... Il n'y a pas d'échec. C'est ça, en fait. C'est ça, l'échec, ça fait partie du processus. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est bien sûr, tu vas te prendre des gifles. Bien sûr, tu vas finir à genoux. Le tout, c'est de savoir relever un genou au plus. Exactement. Et de ne jamais abandonner. N'abandonne pas, là. Si tu nous écoutes et que tu es au bord de la rupture d'abandonner, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Sinon, c'est que tu n'es pas un vrai entrepreneur. Exactement. Mais non, mais si tu l'es, vas-y, on les motive. Parce qu'imagine la personne qui écoute, elle est au bout de sa vie. Non, vas-y, abandonne pas. Écoute-nous, Loulou, abandonne pas. C'est ça, en fait. Tu vois, genre... Après, on te dit pas de t'obstiner. En fait, il faut rester résilient et il faut être stratégique. C'est-à-dire que... se concentrer sur les objectifs. Exactement. Si effectivement tu te rends compte que tu as mis en place des méthodologies, tu as mis en place un certain nombre de choses, et que ça ne marche pas, exactement, va chercher tes conseils, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que tu fais mal, ou tu as mal défini ton marché. Il y a forcément quelque chose que tu fais mal. Que tu fais mal. Donc il faut savoir identifier cela, en fait. C'est un petit peu ça qu'on essaie d'expliquer. Depuis le départ, discipline-toi. Ouais. Franchement, le meilleur des conseils, et ça fait déjà 3-4 épisodes, là, bon, sans parler d'introduction, mais je veux dire, ça fait déjà 3 épisodes là qu'on le répète, la discipline. Discipline-toi. Si tu te disciplines pas, c'est impossible, ça marchera pas. T'es obligé d'en passer par la discipline, t'es obligé de te forcer sur certaines activités, certaines choses de ton entreprise où t'as pas forcément envie de les faire. Mais, par exemple, si t'es moins bon, va chercher, des conseils, va chercher de l'aide, va chercher quelqu'un qui va te démonter ton idée, parce qu'elle va voir avec un point de vue extérieur, elle va te poser des questions qu'elle n'aura pas, parce qu'elle n'est pas dans ton idée, là, elle n'est pas avec toi, elle n'est pas dans ton cerveau, donc elle va sûrement te poser des questions où tu te diras, qu'est-ce qu'elle a, elle est trop bête, elle me pose des questions, mais si. Mais en soi, oui, mais si t'es pas capable d'expliquer ton idée à un enfant de 5 ans, c'est que ton idée, ça marche pas, là. C'est clair dans ta tête. Ça marche pas, là. Alors, je me rappelle toujours, on était la dernière fois puisque là, comme on dit, on est en train de travailler sur un projet. Donc, on était allé voir justement la personne de chez PME Montréal qui nous suit sur le projet. Quand on est sorti, Thierry et moi, de l'endroit, on s'est dit une chose. Et je pense qu'effectivement, c'est une réflexion qui doit être dans la tête des entrepreneurs. On s'est dit, il y aura des gens qui seront contre notre idée. Et c'est ce qu'on veut. Ah oui. On veut que des gens nous disent, mais c'est de la merde ce que vous faites, que ça va jamais marcher. On se dit que si jamais on ne tombe pas sur ces gens-là, c'est qu'il y a un problème. Ouais, non, il y a un truc qui va pas. Moi, j'espère avoir des anti-Cyrus comme Apple, par exemple. Ils ont eu des anti-Apple, tu vois. Amazon, c'est pareil. T'es contre l'idéologie dès le début. Genre, jamais de la vie, je passerai chez Apple. Finalement, quasiment tout le monde est chez Apple. Et c'est là le coup de génie. C'est-à-dire que tu as une personnalité tellement affirmée qu'au début, tu es clivant. Et quand je dis personnalité, c'est ça. Ça se reflète aussi dans ton entreprise, dans ton why, dans les objectifs, dans ce que tu veux réaliser dans le monde et tout. C'est tellement clivant et précis que, tu vois, tu séduis déjà une partie de la population, mais une autre partie, on se dit, non, le message n'est pas fait pour moi. Mais c'est ça le but, c'est qu'à long terme, tu arrives à convertir tout le monde à ton idéologie. Et c'est comme la nana qui te dit qu'elle veut pas de toi, là. Ouais. Ça fait 6 mois que tu lui cours après. Elle te dit toujours, je veux pas de toi, je veux pas de toi. Et puis au moment où tu vas abandonner, bam, elle te dit, allez, viens, on va boire un verre, Loulou. C'est un peu la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Ouais. Exact. C'est comme ça. Il faut être patient, il faut être stratège. Il ne faut pas avoir peur d'être face à des réfractaires.
écouter ce que les gens disent. Et normalement, ça devrait quand même... ça devrait le faire, là, quand même. Hein. Ouais. Ok, mes petits choux. C'est fini. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain podcast, on va se retrouver avec le modèle des grandes entreprises. Une question de travail d'équipe et de bon modèle d'affaires. Effectivement, on repart sur un petit peu de théorique, mes petits choux. On va vous donner tous les outils pour faire un bon modèle d'affaires, un bon plan d'affaires. Et ça va être super chouette. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Donc, je pense qu'on va vraiment partir sur des sessions où il va y avoir des débats, d'autres plus des interviews, d'autres plus un peu d'aspect théorique. On va inviter aussi un petit peu plus de monde. Exact, on va commencer à inviter des gens qui sont experts pour chaque chapitre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite parce qu'on est l'école entrepreneuriale 100% gratuite. Ouais. Donc, on vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous et abonnez-vous. Abonnez-vous. Bisous.